bienvenue à tout le monde et je passe la parole, Viviane. Bien, bonjour à tous et merci de consacrer ce temps pour quelque chose qui est d'importance. Et je vais commencer par dire que j'ai suivi un jour un cours, il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait « Apprendre à décider et à manager dans l'incertitude ». Cet intitulé n'a jamais été aussi vrai. Personnellement, je ne crois pas à l'angélisme du monde d'après, les réalités économiques, les réalités budgétaires, les difficultés de trésorerie, les filières grippées, les licenciements vont s'accélérer et les transformations et la crise sociale, la crise sociale sera le corollaire de la crise économique. Voilà. Ça, c'est pas très réjouissant, mais on va voir durant l'exposé qu'il y a des choses positives. J'ai commencé par des éléments de contexte. Vous savez tous, je vais dire quelque chose de très évident et très banal, la crise et le confinement ont mis en avant les besoins énormes de digitalisation des entreprises. Cette transformation qui était en cours et qui arrivait par vagues, au lieu de ces vagues successives, eh bien, là, on a un véritable tsunami. Mais ce tsunami, il a ses opportunités, il a ses conséquences, il a ses risques et il a ses choses trappes. Donc, comme c'est une transformation qui va vers une digitalisation, une automatisation maximum, nos secteurs ne devraient pas s'inquiéter. Le digital, c'est nos métiers. La question, c'est quid de nos clients, de leurs différents secteurs d'activité, de leur capacité d'investissement, de leur solvabilité. Et donc, quelle réflexion, quelle stratégie, quelle tactique, voilà, ce sont les pistes de réflexion qu'on va essayer de vous donner, tout en replaçant dans un contexte plus large que les sociétés uniquement du numérique et du digital. Et puis, voilà, avec la modestie de dire, ce contexte évolue tous les jours. Alors, d'abord, les tendances de fond. Les tendances de fond, je suis partie d'une étude de McKinsey qui estime à 26% le nombre d'emplois qui sont menacés en Europe, 26%, car c'est énorme, avec une crainte de doublement du chômage. La transformation, elle va être digitale, mais elle va aussi impliquer une transformation de l'emploi. Cette transformation de l'emploi, elle sera plus concentrée géographiquement, bien entendu, étant donné la population dans 48 villes, je cite toujours l'étude McKinsey, et elle va concerner le même quart, en fin de compte, des emplois existants. Donc, un quart d'emplois existants qui vont se transformer et un quart de chômage, c'est ce que dit McKinsey. 94 millions de personnes vont devoir suivre des formations spécifiques d'ici 2030. J'ai écouté Christine Lagarde lors des rencontres Aix-en-Seine et elle a spécifié que la crise devrait entraîner une contraction des chaînes d'approvisionnement de l'ordre de 35% et une augmentation de la robotisation dans les industries de 70 à 75%. C'est énorme. Elle a aussi, bien entendu, parlé du télétravail qui va transformer tous les modes de fonctionnement de l'ensemble des salariés et de l'accélération de la numérisation dans les services ou l'automatisation dans les industries. Voilà en gros comment elle a positionné le débat. Donc, une crise économique, une crise sanitaire et, je dirais, le corollaire, une crise sociale. On va avoir des problèmes sur les délais de paiement. On a aujourd'hui des contrats annuels qui ont été brutalement stoppés. Il y a des conflits sur les loyers dans l'immobilier d'entreprise. Et puis, tous les surcoûts liés au protocole sanitaire, entre autres. Donc, on le sait aujourd'hui, l'économie française a détruit 1,5 million d'emplois salariés au premier trimestre et va continuer à en détruire, même si la pandémie ne rebondit pas. Et ça, c'est sans compter ce qu'on appelle les TNS, les travailleurs non salariés, les artisans, les commerçants, les professions libérales, puisqu'il va y avoir effectivement un impact conséquent sur toutes ces professions qui ont été complètement stoppées. Le passage social va être
extrêmement difficile. Donc, la Banque de France confirme ces messages du chômage. Bruno Le Maire annonce un recul à venir, pas celui déjà effectué en premier et deuxième trimestre, de 800 000 emplois salariés. Et ces emplois vont surtout être dans les emplois médians. Et on sait qu'à partir du moment où il y a moins d'emplois, il y a moins de consommation. Donc, par effet boomerang, les secteurs d'activité, industrie et services vont se ressentir. Et là, on risque d'assister à l'enclenchement d'une spirale négative. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par dire les politiques se mobilisent sur toute la politique de croissance et les politiques sociales, et il faut que tout ça, ça soit lié. C'est pourquoi l'Europe se mobilise, les États se mobilisent, tout simplement pour relancer cette activité économique, à la fois soutenir les entreprises, protéger les salariés, relancer la consommation. Donc, il ne suffit plus d'être d'un côté ou sur une théorie ou sur une autre théorie économique. Il faut faire face à la vague et en fin de compte, le mix des moyens va être extrêmement important. Alors, le deuxième point, c'est le contexte post-confinement. J'ai regardé, on a regardé avec Valentine un petit peu ce qu'a annoncé la fédération Syntec et surtout Syntec Numérique. Vous savez que c'est ma fédération que j'ai présidée pendant 4 ans. Donc, ce qu'a annoncé Syntec Numérique, aujourd'hui, la plupart des entreprises du numérique estiment que la perte de chiffre d'affaires sur 2020 par rapport au budget devrait se situer entre 10 et 15% et qu'il faudra à peu près 2 ans pour rattraper cette activité. Toutes celles qui sont dans un processus de transformation des compétences, de transformation de business model, par exemple les éditeurs de logiciels vers le SaaS, vont avoir des problèmes de trésorerie. Les ESN qui habituellement génèrent entre 5 et 10% d'EBITDA et qui vont perdre 10 à 15% de leur CA, elles seront donc en perte et elles vont faire face aussi à une transformation de leur activité et surtout pour beaucoup à un recentrage, j'y reviendrai. L'activité des éditeurs de logiciels, pourtant, elle est résiliente. On a beaucoup de récurrents. Voilà, moi, je suis présidente du conseil de surveillance de Talentia Software, vous le savez. L'activité des éditeurs et leur structure de revenus devrait décroître à peu près de 6% selon Tech in France. Les éditeurs de solutions Internet, moins 12%, moins 13%. Alors, il y en a qui seront à moins 7, il y en a qui seront à moins 12. Mais en général, on va vers une décroissance de 6% et avec une décroissance sur les nouveaux contrats qui est assez marquée, sauf certains secteurs, je vais y venir. Ils seront en tout cas différenciés, que ce soit les ESN ou que ce soit les éditeurs de logiciels, dépendant du positionnement de leur activité. Est-ce que leur activité est un must-have, un nice-to-have, un SaaS, on-premise, on ne sait pas. Mais ils seront, en fonction de ça, leur pourcentage de recul ou de stabilité sera nettement impacté. Et puis, en fonction des secteurs qui s'adressent, parce qu'encore une fois, l'activité résiliente, elle s'adresse à des secteurs qui, eux, je prends l'exemple de l'aéronautique, va être extrêmement impacté. Donc, aujourd'hui, la situation, je dirais, elle a été à peu près mise sous contrôle. Pourquoi? Parce que l'économie, elle a été soutenue par le dispositif de chômage partiel, par les PGE et l'accès au médiateur du crédit, Pierre Pédouzet, et son organisation si les PGE n'aboutissaient pas, le fonds de solidarité, les reculs d'échéance,
et les exonérations de charges pour les secteurs qui ont subi des fermetures administratives ou les PME qui ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires. On a aussi toutes nos infrastructures qui ont été soumises à une forte pression et qui ont tenu. Ça a été, enfin, moi j'étais à Lancia, 250 personnes en télétravail immédiatement. Bon, les infrastructures ont tenu. Et par contre, des secteurs d'activité qui, eux, ont enregistré un boom d'activité, comme les laboratoires ou les opérateurs télécoms. Mais par exemple aussi, une petite question qu'on se posera après dans les transformations et les reprises. Pourquoi boulanger a mieux, boulanger qui vend hein, des outils et des articles ménagers, a mieux résisté à la crise que par exemple Darty, où on dit maintenant que pour obtenir quelque chose chez Darty, il vaut mieux passer par le site de la FNAC. Voilà. Alors, malgré tous ces dispositifs, il reste quand même des questions de fond pour la relance de l'économie. La première question, c'est le rattrapage des retards existera-t-il sur tous les projets digitaux? Et puis, cette épargne des Français qui, normalement, devrait relancer la consommation, finalement, si le chômage monte, est-ce que cette épargne va réellement se libérer? Est-ce que c'est vraiment une réserve pour cette épargne forcée pendant 3 mois? Est-ce que c'est vraiment une réserve pour la consommation? Alors, on va essayer de se tourner vers l'avenir et en tout cas à court terme. Concernant l'avenir aujourd'hui, on a très peu de certitudes. On a très peu de certitudes. Je vois Valentine apparaître. Pourtant, enfin, il y a une certitude, et c'est quand on a préparé ensemble ton intervention. Oui, c'est vrai que, comme tu le disais en introduction, on n'a jamais été autant dans l'incertitude, mais on a choisi ce sujet parce qu'effectivement, le tissu des PME et des ETI, on a la certitude qu'on en a besoin. Ça va être le maillon fort de notre écosystème et de la dynamique et de la reprise. Et puis aussi, ces entreprises vont pouvoir bénéficier d'un certain nombre de dispositifs qu'il faut savoir activer à leur disposition et en interne, mais aussi externe dans l'écosystème. Tout à fait, tout à fait. Et là, on va y venir. Et le meilleur signe, c'est quand même qu'il y a un ministre délégué nommé dans le nouveau gouvernement. Je ne sais pas si le ministre est la bonne personne, voilà, je ne me permettrai pas de juger, mais en tout cas, le ministère créé des TPE-PME, il faut que les TPE grossissent pour avoir des PME et que les PME grossissent pour avoir des ETI. Donc, de toute façon, et ce tissu est essentiel, d'autant plus dans les bassins d'emploi. Donc, tout va reposer sur cette dynamique, mais finalement, les situations sont très contestées. Les PME et TPE du numérique, comme les autres entreprises, vont pouvoir bénéficier d'un certain élan post-crise. Alors, j'ai essayé de regarder et je me suis dit, il y a des signaux forts pour tous les secteurs sur le deuxième trimestre. D'abord, il va y avoir le plan de relance européen. Il est en discussion. On a eu peur au début que ça capote, mais finalement, tout le monde a intérêt. Donc, les nouvelles sont plutôt bonnes. C'est assez historique que les 27 se mettent d'accord. En tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas d'accord sur le comment le financer, mais ils sont d'accord sur 540 milliards de subventions et 250 millions à peu près de prêts. 540 milliards de subventions, c'est ce que les pays du Nord, qu'on appelle les pays frugaux, vous savez, refusaient. Le plan français, lui, il va malheureusement attendre septembre, puisqu'il va être en préparation en juillet et en août, attendre septembre, d'abord parce qu'on n'a pas les moyens qu'ont les Allemands, et on attend que l'Europe fasse descendre la partie qui va nous être réservée dans les 540 milliards. On est dépendant aussi pour construire notre plan global
de ces milliards qui vont descendre de l'Europe. Parce que si on se compare à l'Allemagne, l'Allemagne a annoncé un plan de relance déjà effectif immédiatement. Contrairement à nous, ce n'est en 15 pages, 57 mesures et 132 milliards d'euros. Voilà, à l'allemande, c'est carré, c'est ce que les ingénieurs aiment bien, hein, c'est défini, carré, précis et applicable. En tout cas, ils ont un tissu, vous le savez, de PME et de TI qui, elles, savent chasser en meute et savent travailler ensemble et ensemble à l'intérieur du région et au plus proche des besoins de cette région. Donc, un fait est certain, on va déjà avoir 6 mois de retard. Autant Donc, la relance de l'État… On a aussi cette dynamique avec la France et avec les régions qui va se mettre en route. Alors certes, en septembre, pour autant, ça va Exactement, s'approcher. exactement. Tu as entièrement raison, Valentine. Ça va se mettre, et c'est pour ça que cette relance de l'État sera quand même un plus. Et il faut donc s'organiser et préparer son plan sans connaître où est-ce qu'on va aller chercher les financements et comment ils vont arriver et comment ils vont être annoncés. Mais il faut envisager toutes les solutions, c'est-à-dire que tout son plan de relance par rapport à son activité, il va y avoir des financements qui vont tomber, je vais y arriver, mais il faut vraiment se préparer et savoir stratégiquement ce dont on a besoin dans son entreprise. Et puis, vous avez entendu, il commence à parler d'alléger les impôts de production, il commence à parler de prêts participatifs. Prêts participatifs, j'y reviendrai. Alors, Valentine, les régions vont être en action, etc. Donc, surtout pour les fonds européens, parce que ce sont les régions qui vont recevoir les fonds européens, mais aussi l'État qui va quand même jouer son rôle. Vous savez que sans l'État, ici, on a du mal à décider quelque chose, y compris les régions. Donc, alors, il y a d'abord la mesure pour favoriser l'embauche des jeunes. 10 milliards, elle est en cours de concertation. C'est intéressant pour les ESN, hein, les entreprises de services numériques, parce que c'est un coût du travail qui peut baisser de 20 points quand même. C'est sur les charges. L'exonération sera sur les charges sociales salariales, c'est-à-dire que les entreprises n'auront pas besoin de payer les cotisations salariales des salariés. Ils paieront les cotisations patronales, mais pas les cotisations salariales. Ils les déduiront aux salariés, le salarié aura le même net, mais ils n'auront pas à les payer à l'URSSAF. Et ça jouera jusqu'à, c'est ce qui est à l'étude hein, dans le plan jeune, jusqu'à 2,5 fois le SMIC et 30 ans maxi. Donc, pour les jeunes embauches des ESN, et ça, c'est un bénéfice pour l'entreprise. Bah, si vous embauchez quelqu'un qui a 27 ans, bah, vous en bénéficiez pendant 3 ans. Donc, c'est pas mal. Attention, au revers de la médaille, le revers de la médaille pourrait être de dire bah, les gens qui ont 45 ans, 50 ans, 55 ans, s'il faut que j'update leurs compétences, je vais embaucher des jeunes qui vont me coûter moins cher. Socialement, le revers de la médaille pourrait être compliqué. Hein, il pourrait être extrêmement compliqué. Alors, encore à l'étude, toujours dans ce plan jeune, peut-être un biseau de cette prise en charge entre 1,1 et 2,5 SMIC. On est habitué à des biseaux de façon à ce que ça coûte un petit peu moins cher. Simplement, donc, encore une fois, sur ce danger, sur les personnes 45, 50 ans, 55 ans, celles dont, peu importe l'âge, à la limite, celles dont les compétences sont à transformer et qui finalement coûtent cher dans la pyramide des coûts, la pression sur les DRH, elle sera énorme. Il va y avoir aussi pour les PME qui ont eu un refus de PGE et un échec du médiateur. Il y en a. Dans le souci d'éviter les chutes, ça va être à la main des CODEFI, des comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises. Donc, un budget pour des avances remboursables avec un amortissement limité à 10 ans et un différé d'amortissement possible sur 3 ans. Et ça sera à actionner avant le 31 décembre. Ce n'est pas que pour le numérique, hein, c'est pour toutes les sociétés. Des prêts à taux bonifiés, encore un prêt avec une durée d'amortissement de 6 ans
un taux minimal, des marges de crédit, tout ça actionné minimal aussi, actionné avant le 31-12. Et on va rajouter l'action de certaines régions, d'ores et déjà, avant les fonds européens. Et je vais prendre un exemple de celle de l'Occitanie. L'Occitanie est particulièrement touchée dans son activité de l'aéronautique. Ils ont donc annoncé un plan. Ils ont 680 entreprises qui composent 110 000 salariés, donc en Occitanie, c'est énorme, qui sont des sous-traitants de l'aéronautique. Il faut absolument soutenir ce tissu d'expertise et de savoir-faire essentiel à une industrie internationale. Et donc, il y a 100 millions en 2020 et 2021 pour la filière qui s'ajoute au plan d'urgence dénommé ADER de 200 millions, dont 120 sont déjà consommés. Donc, il reste 180. Ça se répartit en 35 millions pour le maintien de l'emploi et la formation. Je me perds entre les milliards de l'Europe et les millions de… 35 millions pour le maintien et l'emploi de la formation, des formations prise en charge à 100% pour les pertes d'emploi, 10 millions pour les organismes de formation, c'est-à-dire que les organismes de formation adaptent leur formation au pacte régional des compétences de façon à pouvoir transformer les compétences, parce que ça aussi, il faut y penser. C'est-à-dire que les organismes de formation doivent s'adapter et tout ça, ça a un coût. Et 43 milliards destinés pour certaines entreprises qui, de toute façon, n'auront plus de travail parce qu'il y en aura moins, à diversifier et à innover, dont 23 milliards pour l'avion vert. Voilà. Des milliards ou des millions? Millions, pardon, excuse-moi. Donc 43 millions, 43 diversification, millions, et dont 23 millions pour l'avion vert. Voilà, ce seront des investissements et des aides à l'investissement pour les entreprises. Il va y avoir la création d'une agence régionale des investissements stratégiques qui consolidera, ce sera un partenariat public-privé, et donc les régions vont aider et subventionner des consolidations d'entreprises pour éviter certaines faiblesses et pour participer à la restructuration financière des PME. Donc les régions vont avoir un rôle clé pour soutenir, en fonction du marché local, des activités de l'écosystème local. Vraiment clé. Et ça va même descendre plus bas. Ça va même descendre plus bas jusqu'à certaines collectivités, agglomérations évidemment, ou agglos qui vont créer. Et il y aura la création d'un fonds interrégional, Valentine. Oui. Avec la Nouvelle-Aquitaine qui sera dotée de 50 millions pour lutter là contre les prédateurs étrangers, parce que évidemment il y a Chinois et Américains principalement qui vont venir. Voilà. Il y a l'exemple sur les TPE du fonds Résilience créé par Île-de-France, où là il y a quand même 100 millions pour les TPE et ça, Valentine, il va y avoir les régions, il va y avoir les chambres de commerce, il va y avoir les agglos, chacun à son niveau. Il y a un maillage et différents maillages qui vont permettre de se connecter. Exactement. Et donc là, c'est un support qui est nécessaire, qui est structurant, dont on va tous avoir besoin. Donc c'est important d'avoir ces éléments pour savoir aussi comment ça va s'articuler. On n'a pas encore toutes les clés, mais au moins d'avoir des orientations là-dessus. Peut-être dans quelle mesure les business models qui étaient déjà en pleine transformation ou qui avaient déjà amorcé une transformation, tu l'évoquais en introduction, vont être impactés par ce qui est en train de se produire, ce qui s'est produit déjà depuis 4 mois. Alors, on va parler des business models, donc nouvelle organisation du travail dans tous les secteurs. Vous avez vu qu'il y a eu un nouveau chômage partiel qui arrive. Et il va y avoir effectivement des changements. Ça va être pour les PME, pour les ETI du numérique, mais aussi pour leurs clients de tous les secteurs. Il va y avoir un changement dans les process de production. Il va y avoir, donc, dans ces process de production, l'automatisation. Les relocalisations, il va falloir du temps pour relocaliser. Je ne crois pas à l'effet à court terme. On va revoir tous les process logistiques
je prends l'exemple de Générix, je suis administrateur de Générix, qui est un éditeur de logiciels sur les process logistiques. Ils ont tout un plan, effectivement, R&D à l'écoute de leurs clients sur l'automatisation encore plus poussée de tous ces process logistiques. Il va falloir revoir tous les process administratifs. Par exemple, Alphabet, sur lequel on peut commander les voitures, vous savez, d'entreprise. Ils sont en train de tout dématérialiser. Puis, il va y avoir le télétravail. Alors, il y a l'étude du BCG sur 458 DRH pour moitié des structures de 300 personnes. Donc, on est vraiment dans la PME. 85% de ces DRH pensent que c'est à mettre en œuvre, pas pour toutes les populations, mais d'une façon pérenne, parce qu'il y a des gains de productivité, parce que c'est une attente des salariés, parce qu'il y a aussi une réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise, il y a l'aspect des mobilités, déplacements. Voilà, il y a, et si on fait un focus sur les entreprises du numérique, là, pour moi, il y a des questions de recentrage pour éviter la déperdition de coûts et d'énergie. Et ces questions vont se poser. On l'a dit, accélération des tendances de fond. Donc, la première question à se poser, c'est quels vont être les nouveaux centres d'intérêt de nos clients? Alors, les tendances actuelles, vous les connaissez tous, c'est la mobilité, la gestion des RH avec des organisations beaucoup plus lean, la sécurité des infrastructures, la cybersécurité, l'automatisation des process, tout ce qui a posé problème en fin de compte pendant cette période de confinement, ce sont des choses à apprendre et à travailler. Et donc, ce qu'il va tous falloir avoir en cas de deuxième crise et de deuxième, ce sont des plans de continuité. Et les plans de continuité vont devenir essentiels. L'identité numérique va aussi être un sujet, les villes intelligentes et tous les investissements liés au très haut débit qui vont arriver entre 2021 et 2025. Et pour tout ça, eh bien, forcément, il va falloir choisir sa stratégie, se recentrer sur de l'expertise et donc checker toutes les compétences qu'on a dans l'entreprise, puisque l'importance de ces expertises va permettre de garder une productivité et un niveau de facturation de nos expertises qui sera demain essentiel. Donc tout ça, ça va être des coûts de transformation des compétences et de la spécialisation. Et pour ça, aujourd'hui, le PIC, le plan d'investissement en compétences, est complètement inadapté. Ça veut dire qu'il va falloir militer auprès des pouvoirs publics pour que dans chaque filière stratégique du plan de relance et des populations touchées, on arrive à une décentralisation de la formation beaucoup plus… Alors moi, j'ai une formule qui dit, au lieu de France Compétences, on aurait dû faire bassin d'emploi compétences. Pour moi, c'est vraiment là où un partenariat entre les régions, les fédérations professionnelles, Pôle emploi, et puis regarder comment ces transformations vont devoir se faire. Un petit peu l'exemple que tu évoquais tout à l'heure qui est en train de se mettre en place pour l'Occitanie en termes de région et exactement, l'exemple que tu c'est-à-dire qu'il détaillais. va falloir l'accélérer et le renforcer encore il va davantage. falloir soutenir les organismes de formation et il va falloir, pour qu'elles puissent arriver à… vous voyez, c'est toute une chaîne à mettre en place, mais il faut que ça soit mis au niveau des bassins d'emploi. On sait que les gens, quand ils sont chômeurs, ils ne vont pas vendre leur maison, ils ne vont pas déménager pour la plupart. Donc, il faut vraiment mettre localement toute une organisation qui fonctionne et donc il faut que les fonds descendent jusqu'à là et c'est là où ça ne va pas avec un blocage de France Compétences qui valide les formations, les circuits sont d'une lourdeur pas possible comme souvent chez nous. Alors, c'était quel domaine choisir pour recentrer ces activités, quelles compétences donc faut-il avoir dans l'entreprise, quelles précautions sanitaires va falloir prendre. Ces précautions sanitaires, elles dépendront des secteurs d'intervention. Est-ce qu'elles devront être comprises, le coût devra être compris dans les nouveaux contrats? Est-ce qu'il faut revoir les anciens contrats? C'est des questions qu'il faut se poser. Et puis, faites attention aux demandes de renégociation parce que, d'après ce que j'entends, elles ont tendance à se multiplier. Une fois qu'on a dit ça,
et qu'on a décidé de la stratégie, on sait ce qu'on va se transformer, etc., etc., et puis on va voir où est-ce qu'on va aller chercher des financements, quels seront les principaux goulets d'étranglement et les problèmes à supprimer. En fin de compte, nos clients vont passer toutes leurs dépenses au rayon X et donc tous les projets non essentiels vont être stoppés. Les grands groupes vont s'associer, vont protéger les startups qu'elles ont sous leurs ailes. Ils vont choisir leurs investissements. Est-ce qu'il faut faire des consortiums d'entreprises par région pour faire face ensemble, comme le font les Allemands? Encore une fois, moi je pense à la force quand on est dans une situation comme celle qui va être devant nous. Je pense que de faire des alliances peut être une très bonne chose. Et puis, il va falloir faire attention au climat social parce qu'il a toujours influencé le climat économique. J'ai parlé de l'emploi des jeunes, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Les classes moyennes qui vont être impactées, j'en ai parlé, mais surtout les populations, je dirais, les moins compétentes, les moins dotées, les moins spécialisées, les moins experts qui vont être premières victimes des automatisations. L'intérêt du chômage partiel versus une baisse des charges, pour moi, il est discutable parce qu'il y a des entreprises qui vont avoir besoin de tout le monde pour reprendre leur activité. Donc, le chômage partiel ne leur convient pas forcément et je pense que le même montant de baisse de charge serait plutôt intéressant. Et puis, il va y avoir une très forte demande, c'est quelque chose qui monte, d'association des salariés au capital. Je vais pas m'étendre parce qu'on est assez long là. Et regardez, Croissance Plus a sorti des propositions demandant de passer le seuil de 10 à 30%. Alors, je vais quand même parler de 2 points. Dans la nouvelle organisation du travail avec le télétravail et des problèmes de solvabilité dans votre écosystème. Le télétravail, il faut quand même faire attention à la cohésion d'équipe parce que 98% des salariés qui passent en télétravail comme ça s'est fait dans le confinement, maintenant, il va falloir passer un accord d'entreprise. Le problème de l'accord d'entreprise, c'est la durée de la négociation. J'espère que vos responsables et vos représentants syndicaux sauront capter l'urgence. Et dans l'accord, il faut penser à plusieurs choses. Responsabiliser le collaborateur. A-t-il des endroits isolés ou pas? Est-ce qu'on prend en charge les équipements et les coûts de connexion? Bien veiller à la responsabilité de l'employeur dans le cas d'accident du travail, mais surtout, et donc garder, et ça c'est le rôle du manager, garder la relation, l'esprit d'équipe, le challenge. C'est important de ne pas laisser des personnes isolées. Ça, c'était ma part sur le télétravail. J'arrive maintenant à un sujet qui fait que je vais rencontrer à nouveau Pierre Pédouzet pour discuter avec lui le 22, je crois. C'est le problème de solvabilité dans votre écosystème avec un risque réel de vague de faillite des PME. Price anticipe que les entreprises déficitaires avant impôt pourraient voir leur proportion passer de 20 à 45%. Donc, BPI France et Rexecode, 82% des PME auront une poursuite de leur dégradation de trésorerie. Bercy va renforcer le soutien à l'assurance crédit. Donc, pour répondre à ça, moi, je vous conseille, de revisiter la structure de l'entreprise, ses méthodes de production. On l'a dit, mutation des business models, fluidifier les process, réduire les coûts de traitement, donc rechercher partout l'optimisation et nos entreprises du digital seront au cœur de ces transformations. Les plans de continuité. Oui, comme tu l'évoquais tout à l'heure, les plans de continuité, quand ils ont été activés, de les faire évoluer, de les enrichir, de les renforcer. Exactement. C'est pour ça que je dis l'exemple de Boulanger versus Darty. Ils avaient pensé à leur transformation avant, ils ont été compétitifs et ils ont continué à travailler pendant le confinement.
repenser, ça veut dire que nos boîtes sont capables de faire des choses et on n'a peut-être pas besoin d'aller forcément sur Amazon, mais on peut le faire chez effectivement nos… je ne veux pas mettre un drapeau cocorico, mais il est important de faire vivre nos tissus industriels et nos entreprises dans cette… il faut se serrer les coudes quand il y a ce genre de plan. Voilà. Amazon a toujours perdu de l'argent, qu'ils en perdent un peu plus ou un peu moins. De toute façon, ils ont leur valorisation boursière, ça ne change rien. Je crois qu'il faut regarder l'immobilier d'entreprise. Parce qu'avec le télétravail, il faut forcément… Alors, vous allez me dire, ça dépend de la date des baux, etc. OK, mais il faut regarder sa structure administrative. Il faut profiter des plans de formation et des transformations de compétences qui vont être prises à 100%. Il faut repenser sa communication interne parce que le gros temps arrive et tout le monde doit se sentir embarqué. Alors, est-ce que c'est l'intéressement des salariés qui est une solution? Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la communication. Faut penser aussi aux auto-entrepreneurs qui peuvent être une variable, effectivement. Il faut surveiller votre balance des paiements. Munissez-vous d'un logiciel d'analyse de recouvrement, le cash va être plus king que jamais. Hein. On attend 33% d'allongement des délais de règlement constatés à ce jour et une étude de Tech in France dit que 38% des entreprises ont demandé des renégociations de contrats. Donc, bref, il va falloir trouver un moyen de réduire le point mort de l'entreprise sans toucher à la R&D, et aux capacités d'investissement. Il me reste quelques minutes. Je vais juste aborder 2 points. Il n'y a pas de choix. En même temps, on va avoir des problèmes pour rembourser les dettes, rembourser le PGE, un EBITDA peut-être affaibli, mais en même temps, il n'y a pas de choix que d'investir pour ne pas se laisser distancer. Donc, ça veut dire que tous vos programmes d'investissement, il va falloir les préparer, il va falloir dire quoi, comment, quel type de projet. Soyez prêts, que vos dossiers soient prêts, puisqu'il y aura des soutiens, il y aura des subventions pour toutes les innovations, donc on l'a dit tout à l'heure, auprès des régions, auprès de l'Europe, auprès des différents. Donc, tenez-vous au courant de tout ce que dans votre écosystème, vous allez avoir à faire. Les acteurs du capital investissement réfléchissent comment venir en aide en quasi-fonds propres, c'est-à-dire en obligations convertibles ou en fonds propres. Mais attention parce que voilà, vous avez un certain pourcentage de votre entreprise. Faites attention à ne pas en perdre le contrôle. Mais je vous assure que voilà, France Invest réfléchit, donc les investisseurs en capital, réfléchit à mettre des quasi-fonds propres, c'est-à-dire des OC à 7 ou 8 ans, qui pourrait être une bonne solution. Parce que comme tu l'évoquais tout à l'heure, réduire le point mort en optimisant tout ce qui peut l'être ou en faisant des arbitrages, ça risque de ne pas être suffisant. Donc, il faut quand même arriver à investir, à se former et à se repositionner quand c'est nécessaire de manière rapide. Exactement. Et surtout, pas réduire les coûts de R&D et des investissements en R&D. Par contre, bien choisir son positionnement et là où on veut investir. Éviter toute dispersion. Voilà. Éviter toute dispersion. Donc, c'est là où ça va être dangereux, cette crise de liquidité, parce que la dette des entreprises françaises approche les 2 000 milliards. Les rentabilités ne sont pas renommées, est élevées. Et donc, encore une fois, je ne sais pas quelle est la situation de votre entreprise, mais n'hésitez pas à lever des fonds propres. Attention à votre dilution, mais n'hésitez pas à élever des fonds propres. Voilà. Préparez vos dossiers pour l'été, vos pitchs de présentation, la lisibilité de vos comptes, vos projets, le business plan, l'organisation. Réfléchissez aux hommes et aux compétences qu'il va vous falloir pour dérouler cette stratégie. L'obtention des fonds n'empêchera pas de licencier. Donc, voilà. Et en particulier pour les ESN et les éditeurs, encore une fois, ne pas lever le pied sur la recherche en dépit des problèmes de trésorerie. Il y a un dispositif qui est sorti au début de l'année qui s'appelle l'IP Box,
qui permet de ne payer que 10% sur les montants investis sur l'IP. Donc, et c'est relatif aux logiciels développés en France. Regardez ce dispositif, il peut être utile. Il peut être utile. Et puis, il va y avoir vraiment une vague de fusion-acquisition parce que des entreprises vont être fragilisées. Donc, soyez à l'écoute de votre marché, dans votre écosystème, éventuellement donner des mandats à des banques d'affaires pour qu'elles soient aussi à l'écoute avec vous. Elles seront, vous les mettez en success fees, hein, voilà, et donner des mandats. Et si vous aviez l'intention de céder votre entreprise, où vous attendez, où la bataille sur le prix va être un peu compliquée. Voilà. Sachez que l'Europe travaille à l'émergence de champions du numérique et donc tout ce qui peut constituer, pas seulement les startups, d'accord, tout ce qui peut constituer des entreprises qui vont aller jusqu'à devenir des licornes. Donc, on a quand même en France, dans le secteur du logiciel, des valos qui sont entre 600 et 800 millions, donc elles sont capables de monter. Il y a deux modèles qui vont permettre, bien entendu, vous savez, le SaaS, mais aussi le modèle de place de marché, qui est extrêmement recherché. La valo des logiciels, de tout ce qui est création de place de marché, a été multiplié par 4 ces 12 derniers mois. D'accord ? Il y a aussi des opportunités, oui. Ouais, il y a aussi des opportunités, bien sûr. Bon, j'ai encore tout un pan sur les investisseurs, mais on pourra en reparler. Je vais terminer, moi, pour laisser quand même 10 Avoir minutes quelques de questions, oui. Churchill, pour terminer sur une note positive, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et je suis sûre que le numérique, on fera partie de cette deuxième catégorie. Alors, de mes discussions avec eux, ils vont privilégier, bien entendu, la croissance et les acquisitions des entreprises qu'ils ont déjà en portefeuille. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de solidifier les entreprises qu'ils ont en portefeuille. Ils vont se concentrer sur les gros tours de financement et donc sur des projets importants, mais surtout des projets qui bénéficieront, bien entendu, des subventions, notamment européennes et dans les différents pays. Ils vont se tourner vers les projets innovants, des projets disruptifs ou vers des projets visant à créer des champions européens. L'investissement sur les jeunes pousses avait déjà diminué et ils vont continuer à diminuer. N'hésitez pas, si vous recherchez des fonds, à mettre en avant tous vos critères environnementaux, donc tous vos critères ESG. Il faut les mettre en avant parce que ça compte pour des points dans la notation de présentation à leur comité d'investissement. Beaucoup d'institutionnels ne confient leurs fonds à des fonds d'investissement que si effectivement il y a la prise en compte des critères ESG. Alors, pour les jeunes pousses, face à la diminution effectivement des investissements, le gouvernement a débloqué un premier plan d'aide de 5 milliards et il suit d'un deuxième plan de 1,5 milliard, dont les PGE. Un fonds d'urgence a été mis en place par BPI pour 160 millions pour les trésoreries, donc millions, hein, je parle de milliards et de millions. Et Bercy vient d'annoncer un fonds de souveraineté doté de 150 millions d'euros, puis à terme, on ajoutera 500 millions d'euros pour préserver les startups de l'appétit des rachats des GAFA et autres étrangers. Et enfin, un fonds de 200 millions pour soutenir l'émergence d'un nouveau vivier de start-up en faveur des jeunes chercheurs qui veulent se lancer dans l'entreprise entrepreneuriale. Alors, ça, c'était l'État. Il y a des fonds d'investissement. Et puis après, il y a les banques. Crédit Agricole, Mutuelle, BNP Paribas. Elles ont annoncé qu'elles vont doubler d'ici à 2024 leurs investissements en fonds propres dans les entreprises. Alors, c'est bien, mais encore une fois, les investissements en fonds propres, attention,
à la perte, enfin, je veux dire à la dilution dans l'entreprise, hein, pour les entrepreneurs. Hein. Et les banques, c'est pas, je dirais que par rapport aux fonds d'investissement, ce ne sont pas forcément des investisseurs, enfin, des compagnons avisés lors de la vie de l'entreprise. Voilà, je vais dire ça comme ça. Hein, ce n'est pas les plus avisés lors de la vie de l'entreprise. L'État se pose aussi la question, donc j'en ai parlé au tout début, de comment rediriger l'épargne des Français vers l'investissement des TPE-PME. Voilà, donc on entend parler à Bercy de fonds d'investissement citoyens à ouvrir aux investisseurs individuels et qui agiront, comme on disait tout à l'heure, au plus près du tissu économique local. Donc, c'est vraiment une question de fond, comment drainer l'épargne des Français. Donc, il y aura probablement dans le plan de finances, dans le PLF, comment drainer l'épargne des Français vers l'économie réelle. Et puis ça, ils vont le faire à travers quels acteurs. C'est là-dessus que la BPI travaille. Est-ce que c'est la BPI? Est-ce que c'est les CCI? Est-ce que c'est les antennes d'investissement des banques? Tout ça, ce sont des discussions qui sont en train de se faire à Bercy. Donc, un sujet financier pour passer les mois qui viennent et aussi un sujet humain, comme on évoquait tout à l'heure, avec quelque part toute la richesse qui font les entreprises. Ça risque d'être un moment compliqué. Pour autant, donc, tu rappelais les dispositifs pour les jeunes en début de carrière jusqu'à 30 ans. Après, on évoquait aussi le fait que les plus expérimentés, dont on peut avoir besoin, parce que selon les expertises ou la complexité du sujet, ça peut être intéressant aussi d'avoir l'éclairage de quelqu'un qui a du recul et qui a des retours d'expérience. Il y a aussi des réseaux, le fait de fonctionner en réseau et de savoir faire appel à ces expertises qui sont dans le bassin d'emploi, qui connaissent l'écosystème et qui peuvent intervenir de manière ponctuelle ou moins ponctuelle, en fait. Alors, oui, non, mais tu as entièrement raison. Hein, c'est vraiment très, très bien résumé. Je vois des questions s'afficher. Tu les vois probablement en même temps que moi, Valentine. Et je vais y répondre. Les fédérations professionnelles du secteur sont-elles équipées pour aider leurs PME? Alors, elles sont équipées pour les renseigner sur les process à suivre. Hein. Elles ont, enfin, les fédérations, le MEDEF, la CPME, etc., ont travaillé tous les jours à vulgariser les process qui sortaient tous les jours pendant le confinement et je pense qu'elles vont continuer. Elles sont là pour guider, elles ne sont pas là pour aider financièrement. Mais elles vont être là aussi pour négocier pour leur secteur des fonds. Je conseille quand même à ce que les fédérations professionnelles le fassent de façon régionale. Par ailleurs, vous dites que la pertinence des logiciels chez les clients must-have, nice-to-have serait déterminante pour la survie de l'éditeur. Oui, effectivement, parce que même les ESN, tous ceux qui sont sur des sujets généraux où il n'y a pas le feu, où ça marche, par rapport à des sujets d'investissement qui vont faire gagner de la productivité, qui vont améliorer la relation client, qui vont améliorer le process logistique, qui vont améliorer la digitalisation et les coûts. C'est là où je disais le nice to have et le must have parce que c'est vraiment là ça va où être des ça va se fonctions jouer. vitales. Ça va être des fonctions vitales. Et qui, du coup, Alors, est-ce qu'on a des prévisions par secteur? Non, pas encore. J'ai cité l'aéronautique, puisque les temps s'annoncent difficiles pour les équipementiers de l'aéronautique. J'ai cité l'action de l'Occitanie sur 680 entreprises sous-traitantes de l'aéronautique. Donc, voilà, c'est des plans comme ça qui vont se développer, très proches des problématiques. L'IP Box s'applique-t-il au développement marketplace? L'IP Box s'applique, alors c'est comme d'habitude, tout ce qui est fiscal en France, il faut regarder les textes et je vous conseille de prendre quand même un avocat fiscaliste
et je ne suis pas avocat fiscaliste, mais l'IP Box s'applique à tout ce que sont les investissements qui vont représenter la propriété intellectuelle de votre entreprise. Hein. Donc, ça s'applique à ça. Donc là, je vous conseille d'aller voir si vous avez un doute, mais Marketplace, il n'y a pas de problème. Enfin, à mon avis, il n'y a pas de problème. Alors, on me dit qu'il y a des questions sur les QR. Non, vous y avez répondu. Vous y avez répondu, Viviane. J'ai répondu, d'accord. Oui, oui. D'accord. Alors, pour la personne, j'ai répondu, mais on a dit qu'on pouvait mettre à disposition, Valérie, Valentine, dis-moi si je me trompe, on mettra à disposition le texte. Oui, de ce que tu avais préparé avec les éléments détaillés, voilà, avec, les chiffres. Voilà, on peut mettre à disposition tout ce que j'ai sur papier. Ce webinaire a été enregistré, donc il y a un podcast qui va être monté et qui va être mis en ligne, et on va s'organiser pour pouvoir joindre le contenu que tu avais préparé, pour avoir soit en version écrite avec tout le détail, soit pouvoir visionner à ceux qui n'ont pas pu tout à fait. se joindre à nous, ou ceux qui souhaiteraient. Pour répondre aux compléments sur l'aéronautique, 680 entreprises qui vont être aidées. Et là, j'ai annoncé un certain nombre de chiffres, avec des fonds assez importants mis par l'Occitanie pour je dirais, sauver tout ce tissu économique qui représente 110 000 emplois en Occitanie. Mais ça va être comme ça dans beaucoup de secteurs. Hein. Et donc, je pense qu'il faut qu'à tous les niveaux, ici à Lacanau, on a 5000 personnes, et avec la mairie, on a mis un fonds, et on a eu du mal à le faire passer d'ailleurs, parce que les maires se battent, parce qu'on n'a pas le droit de créer des fonds de soutien, mais on a créé un fonds de soutien financé effectivement par la mairie. Et en fin de compte, le paiement des parkings cet été va servir à créer le fonds de soutien par les touristes, va servir à créer le fonds de soutien aux commerçants. Voilà. Il faut que plein de petites initiatives comme ça se multiplient, parce que jusqu'à la TPE, ça va être vital. Et après, comme tu l'évoquais aussi, la question est le bon équilibre entre aller rechercher du financement externe et garder la maîtrise de son activité. C'est vrai que c'est... Surtout avec le niveau d'endettement. Voilà, un niveau d'endettement acceptable. On atteint avec... et il est difficile avec un EBITDA qui va être forcément impacté par peut-être une activité à 90 ou à 80%, hein, mais une activité tout du moins réduite en pourcentage dans les mois qui viennent, et des besoins de réorganisation, et le remboursement du PGE qui va commencer. Donc, il va peut-être y avoir des choses à étudier. Après, est-ce que c'est... Alors, j'avais une différence en ayant discuté avec le directeur des études de BPI hier midi. J'avais une différence. Moi, je lui disais, bon, d'accord, les fonds propres, ça fait perdre, mais si on fait des quasi-fonds propres, en fin de compte, on peut transformer une partie des PGE en quasi-fonds propres en fonction avec une durée à 7 ou 8 ans. Il me dit oui, mais si l'entreprise ne va pas, le quasi-fonds propre, s'ils sont activés, les obligations convertibles, par définition, elles sont convertibles, et elles sont convertibles en quoi? En fonds propres, et donc avec une perte de majorité. C'est vrai, mais est-ce que ce n'est pas une solution en attendant de se donner de l'air de 7-8 ans? Mais là, c'est chaque entreprise qui devra s'entourer des bons conseils. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher les bons conseils des conseillers financiers, parce que les choix vont être compliqués et il va falloir continuer à investir. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour toute cette préparation et la richesse. Une fois encore, il y a tellement d'éléments que effectivement, le plus simple, ce sera de pouvoir le joindre au podcast quand il sera mis en ligne. Merci à tous pour votre participation. Et merci à Viviane et à l'équipe du G9+, pour ce webinaire. Merci à vous.
le prochain rendez-vous du G9+, c'est le 23 septembre avec Olivier Ezrati qui nous aidera à comprendre l'informatique quantique. Vous m'invitez. D'abord parce que Volontiers. j'adore Olivier, Oui. qui est un vieil ami, et surtout quand il parle de l'informatique quantique, il est passionnant. C'est vraiment, il est passionnant. Excellente journée. À bientôt. Merci encore, Viviane. À bientôt.